Dans le silence feutré d'un bistrot parisien, le sanglot d'un enfant va briser bien plus que la tranquillité du dîner. Quand 6 mots simples prononcés par une inconnue révèlent l'abîme qui sépare un père de son fils, c'est toute une vie qui bascule. Car parfois, il suffit d'une vérité pour que s'effondrent les murailles que nous avons mises des années à construire. Avant de découvrir cette histoire qui vous questionnera sur ce qui compte vraiment dans l'amour parental, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne. Parce que les leçons les plus profondes naissent souvent des moments les plus douloureux. Olivier Rousseau ajusta sa montre Patek Philippe en observant les investisseurs suisses qui prenaient en place autour de la table d'honneur du Procope, le célèbre restaurant parisien. Ce dîner représentait l'aboutissement de 18 mois de négociations pour racheter une chaîne d'hôtels de luxe en Suisse romande. À 42 ans, Olivier dirigeait un empire immobilier qui s'étendait de Londres à Monaco. Mais cette transaction particulière signifiait son entrée définitive sur le marché helvétique. « Papa, j'ai mal au ventre », chuchota Théo, 6 ans, assis à côté de lui sur la banquette de velours rouge. « Chut, mon grand, mange tes légumes et tout ira mieux. » Olivier ne détourna pas le regard de ses interlocuteurs. Klaus Weber, le patriarche de la famille propriétaire des hôtels, venait d'arriver avec son épouse et son fils. Les présentations étaient cruciales. Chaque détail comptait. Il avait emmené Théo pour montrer son côté père de famille responsable. Une image que ses conseillers en communication jugeaient essentielle pour rassurer les Suisses sur sa stabilité. Le restaurant Le Procope, avec ses boiseries du XVIIe siècle et ses portraits d'écrivains célèbres, offrait le cadre parfait pour cette négociation. Voltaire et Rousseau avaient fréquenté ces lieux. Olivier espérait que leurs esprits lui porteraient chance pour signer le contrat de sa vie. « Monsieur Rousseau !» dit Klaus Weber en français avec son accent zurichois caractéristique. « Votre réputation vous précède. On dit que vous transformez chaque pierre en or. Pas en or, monsieur Weber, en foyer. Je construis des lieux où les familles créent des souvenirs durables. » C'était son discours rodé, celui qui avait convaincu tous les investisseurs précédents. Olivier excellait dans l'art de vendre du rêve aux riches. Ses résidences de standing à Neuilly, ses complexes hôteliers sur la Côte d'Azur, ses bureaux dans le quartier de la Défense, tout portait sa signature et rapportait des millions. « Papa, j'ai encore mal », insista Théo d'une voix plus forte. « Théo, s'il te plaît, les adultes parlent business. » Olivier glissa discrètement son iPhone vers son fils. « Tiens, prends ça et reste sage. » Mais Théo repoussa le téléphone. Ses grands yeux bleus, ceux de sa mère, se remplirent de larmes. « Je veux rentrer à la maison. Nous rentrerons après le dîner. Sois patient. » Klaus Weber observait la scène avec attention. Dans la culture suisse, la famille passait avant les affaires, et le comportement d'un père envers son enfant révélait beaucoup de sa personnalité. Olivier sentait que ce petit incident pouvait compromettre la négociation. « Excusez mon fils, » dit-il avec un sourire forcé. « Il est fatigué. Théo, tu veux aller aux toilettes ?»« Non, je veux maman !» Le mot résonna dans le restaurant comme un coup de tonnerre. Olivier se figea. Isabelle était morte dans un accident de voiture 3 ans plus tôt, mais Théo évoquait encore sa mère dans ses moments de détresse. Ces crises survenaient toujours au pire moment. « Théo, maman n'est plus là, tu le sais. »« Je veux maman ! Je veux maman !» Les sanglots éclatèrent soudain, violents et incontrôlables. Théo se mit à pleurer avec cette intensité déchirante propre aux enfants qui expriment une douleur qu'ils ne comprennent pas. Les conversations s'interrompirent aux tables voisines. Olivier sentit ses joues s'empourprer. « Mes excuses, balbutia-t-il au Weber. Il traverse une phase difficile. » Klaus Weber échangea un regard avec son épouse. « Peut-être devrions-nous reporter cette rencontre ?»« Non, non, tout va bien se passer. » Mais Théo pleurait de plus en plus fort, appelant sa mère disparue, réclamant des bras qui ne viendraient jamais plus le consoler. Olivier tentait de le calmer en lui promettant des jouets, des sorties, n'importe quoi pour qu'il se taise. Rien n'y faisait. C'est alors qu'elle apparut. Une femme d'une 30aine d'années en uniforme noir et blanc s'approcha de leur table. Ses cheveux châtains étaient noués en chignon, et ses yeux noisettes exprimaient une douceur qui contrastait avec l'agitation ambiante. Elle ne dit rien immédiatement, se contentant de s'accroupir à la hauteur de Théo. « Bonjour mon petit bonhomme », dit-elle d'une voix douce. «
Je m'appelle Marie. Tu veux me dire ce qui te fait pleurer ?» Théo leva vers elle ses yeux rougis par les larmes. « J'ai mal au ventre et je veux ma maman. » Marie hocha lentement la tête. « Tu sais quoi? Moi aussi, parfois j'ai mal au ventre quand ma maman me manque. Ta maman te manque aussi? Oui, beaucoup. Mais tu sais ce qu'elle m'a dit avant de partir ?» Théo secoua la tête, captivé malgré ses larmes. Marie prit une inspiration et prononça 6 mots qui changèrent tout. « L'amour de maman vit dans ton cœur. » Théo s'arrêta de pleurer instantanément. Il la regarda avec des yeux écarquillés, comme s'il venait de recevoir une révélation. Puis, sans prévenir, il se jeta dans les bras de Marie et s'accrocha à elle avec la force du désespoir. Marie l'accueillit naturellement, le berçant doucement contre elle. Théo enfouit son visage dans son cou et ses sanglots se transformèrent en hoquets de soulagement. Olivier resta paralysé. Cette scène lui rappelait cruellement les moments où Isabelle consolait leur fils. Cette tendresse instinctive, cette capacité à apaiser d'un mot, tout ce qui lui manquait depuis 3 ans. « Merci », murmura-t-il à Marie. Leurs regards se croisèrent. Dans les yeux de cette serveuse, Olivier lut une compréhension qui le bouleversa. Elle savait. Elle connaissait cette douleur. Marie tint Théo dans ses bras encore quelques instants, lui caressant doucement les cheveux. « Ça va mieux maintenant ?» demanda-t-elle. Théo hocha la tête sans la lâcher. « Tu restes avec moi ? Il faut que je retourne travailler, mon petit cœur. Mais ton papa est là, et il t'aime très fort. » Elle regarda Olivier avec bienveillance. « N'est-ce pas, papa ?» Olivier acquiesça, la gorge serrée. « Bien sûr que je t'aime, Théo. » Marie aida délicatement l'enfant à regagner sa place. « Tu sais ce qu'on va faire ? Je vais demander au chef de te préparer quelque chose de spécial pour ton ventre. Un petit bouillon magique que ma grand-mère me donnait quand j'étais petite. » « Un bouillon magique ? » « Oui, avec des petites pattes en forme d'étoile. Ça guérit tout, même les gros chagrins. » Théo sourit pour la première fois de la soirée. Marie se tourna vers Olivier. « Si monsieur le permet ?»« Bien sûr, c'est très gentil de votre part. » Quand Marie s'éloigna, Klaus Weber observa Olivier avec un respect nouveau. « Votre fils a de la chance d'avoir trouvé quelqu'un d'aussi attentionné. »« Ce n'est qu'une serveuse, » répondit machinalement Olivier. « Non, monsieur Rousseau, c'est une personne qui comprend les enfants. Dans notre famille, nous valorisons beaucoup ce trait de caractère. » La conversation reprit, mais Olivier avait du mal à se concentrer. Il observait Marie évoluer entre les tables avec une grâce naturelle, prenant le temps d'échanger quelques mots avec les clients âgés, souriant au couple, prodiguant une attention particulière aux familles avec enfants. Théo, lui, ne quittait pas Marie des yeux. Chaque fois qu'elle passait près de leur table, il lui adressait un petit signe de la main qu'elle lui rendait discrètement. « Elle est belle, hein, papa ?» chuchota Théo. « Mange ton bouillon, mon grand. » Le fameux bouillon arriva quelques minutes plus tard, servi dans un bol en porcelaine blanche orné de petites fleurs. Les pâtes en forme d'étoile flottaient dans un consommé doré qui sentait délicieusement bon. « Alors, ce bouillon magique ?» demanda Marie en s'agenouillant près de Théo. « Il est délicieux. Et regarde, j'ai plus mal au ventre. » « C'est parce que les étoiles ont emporté ton chagrin, » sourit Marie. Olivier observait cette interaction avec un mélange d'admiration et de jalousie. Cette femme obtenait en quelques minutes ce que lui n'arrivait pas à faire en des heures. Elle calmait son fils, le faisait sourire, créait une connexion authentique. « Mademoiselle, » intervint-il, « comment avez-vous su exactement quoi dire ?» Marie hésita un instant. « J'ai perdu ma mère quand j'avais l'âge de Théo. Je sais ce que c'est que de chercher des bras pour nous consoler. » « Et votre père ?» Il faisait de son mieux, mais il ne savait pas comment s'y prendre avec une petite fille en deuil. Il travaillait énormément pour oublier sa propre peine. Ces paroles frappèrent Olivier comme un coup de poing. Il reconnaissait parfaitement cette description. Depuis la mort d'Isabelle, il s'était jeté dans le travail pour échapper au vide, délaissant Théo qu'il confiait à une succession de nounous et de gouvernantes. « Et maintenant ?» demanda-t-il. « Maintenant, j'essaie de donner aux enfants ce qui m'a manqué. Une oreille attentive, une présence vraie. » Klaus Weber, qui avait suivi la conversation, se pencha vers Olivier. « Monsieur Rousseau, permettez-moi de vous dire que cette jeune femme vient de nous donner une belle leçon sur les priorités dans la vie. » Olivier acquiesça, mais il était troublé. Cette serveuse venait de révéler en quelques phrases
tout ce qui clochait dans sa relation avec son fils. Théo avait besoin de présence, pas de cadeaux, d'écoute, pas d'argent, d'amour authentique, pas de promesses vides. « Marie, dit Théo en tirant sur la manche de la serveuse, tu travailles ici tous les jours ? Pas tous les jours, mon petit bonhomme. Le mardi, le jeudi et le vendredi. On peut revenir te voir ?» Marie regarda Olivier, attendant sa réponse. « Si ton papa le souhaite, nous verrons, » éluda Olivier. Mais au fond de lui, il savait déjà qu'il reviendrait. Pas pour les affaires cette fois, mais pour comprendre comment cette femme avait réussi en quelques minutes ce qu'il échouait à accomplir depuis 3 ans, rendre son fils heureux. Le dîner se termina sur un accord de principe avec les Weber. Klaus promit de donner sa réponse définitive dans la semaine, mais Olivier sentait que la négociation était bien engagée. Paradoxalement, l'incident avec Théo avait joué en sa faveur, montrant qu'il était capable de gérer les imprévus avec calme. En quittant le restaurant, Théo se retourna plusieurs fois pour faire au revoir à Marie. « Papa, elle est gentille. Tu trouves pas ?»« Oui, mon grand, très gentille. Tu crois que maman la connaît au paradis ?» Cette question innocente serra le cœur d'Olivier. « Peut-être, Théo. Peut-être que maman a envoyé Marie pour prendre soin de toi ce soir. » Dans le taxi qui les ramenait vers leur appartement du 16e arrondissement, Théo s'endormit contre l'épaule de son père. Olivier caressa doucement les cheveux de son fils, en repensant aux 6 mots de Marie. « L'amour de maman vit dans ton cœur. » Ces mots simples contenaient une vérité qu'il avait refusé d'accepter. Isabelle était partie, mais son amour demeurait. Et c'était à lui, Olivier, de le faire vivre au quotidien, de devenir le père que Théo méritait, celui qu'Isabelle aurait voulu qu'il soit. Le lendemain matin, Olivier se réveilla avec une sensation étrange. Pour la première fois depuis des mois, Théo n'avait pas fait de cauchemar. L'enfant dormait paisiblement dans son lit, serrant contre lui le petit ours en peluche qu'Isabelle lui avait offert pour ses 3 ans. Dans la cuisine moderne de leur appartement haussmannien, Brigitte, la gouvernante, préparait le petit déjeuner. Cette femme de 60 ans, efficace mais froide, gérait la maison depuis 2 ans avec une précision militaire. « Monsieur Théo a bien dormi cette nuit », constata-t-elle. « Pas de pleurs, pas de réveil nocturne. C'est inhabituel. »« Effectivement », murmura Olivier en consultant ses messages. « Puis-je me permettre de demander ce qui s'est passé hier soir ?» Théo n'arrêtait pas de parler d'une dame gentille avant de s'endormir. Olivier hésita. Comment expliquer qu'une serveuse inconnue avait réussi en 5 minutes ce que tous les psychologues pour enfants consultés depuis 3 ans n'avaient pas accompli? Une serveuse du restaurant a été très aimable avec lui. « Ah, très bien, monsieur. » Quand Théo descendit pour le petit déjeuner, il était inhabituellement joyeux. « Papa, j'ai rêvé de maman. Elle était avec la dame d'hier et elle me sourit toutes les deux. » Olivier sentit sa gorge se serrer. « C'est un beau rêve, mon grand. Tu crois qu'on peut retourner voir Marie ? Elle m'a dit qu'elle travaillait le jeudi. Nous verrons, tu vas être en retard à l'école. »« D'accord, mais promets-moi qu'on y retournera. » Olivier promit vaguement, mais l'idée ne le quittait pas. Au bureau, dans son somptueux espace de travail dominant les Champs-Élysées, il n'arrivait pas à se concentrer. L'image de Marie s'imposait à lui. Ses gestes doux, sa voix apaisante, cette façon naturelle qu'elle avait eue de comprendre la détresse de Théo. « Monsieur Rousseau ?» Sylvie, sa secrétaire, l'interrompait dans ses pensées. « Monsieur Weber au téléphone. Il souhaite vous parler de la suite des négociations. » L'appel fut bref, mais décisif. Klaus Weber acceptait l'offre d'Olivier, impressionné par sa sensibilité familiale démontrée la veille. Le contrat serait signé dans 15 jours à Genève. « Félicitations, monsieur !» dit Sylvie quand il raccrocha. « Cette transaction va représenter combien ? » 80 millions d'euros, le plus gros coup de ma carrière. Pourtant, Olivier ne ressentait pas l'euphorie habituelle. Ses succès professionnels lui paraissaient soudain vides face à la détresse de son fils. Tous ces millions ne valaient pas le sourire que Marie avait su faire naître sur le visage de Théo. Il annula ses rendez-vous de l'après-midi et quitta le bureau plus tôt que d'habitude. Une impulsion qu'il ne s'expliquait pas le poussait vers l'école de Théo. Il voulait voir son fils, lui parler, peut-être même l'emmener goûter quelque part. À l'école Sainte-Geneviève, dans le 7e arrondissement, la directrice l'accueillit avec surprise. «
Monsieur Rousseau, quelle bonne surprise. Théo va être ravi. Comment va-t-il en classe? Beaucoup mieux aujourd'hui. Il a participé activement, il souriait. Il a même fait rire ses camarades. Madame Dubois, sa maîtresse, m'a dit qu'elle ne l'avait jamais vu si épanoui. Tant mieux. Puis-je me permettre de vous demander s'il y a eu un changement à la maison? Un nouveau traitement? Une nouvelle approche? Olivier pensa à Marie, à ces 6 mots magiques. Disons qu'il a rencontré quelqu'un d'important hier soir. Quand Théo le vit arriver dans sa classe, son visage s'illumina. « Papa, qu'est-ce que tu fais là ?»« Je viens te chercher. Tu veux qu'on aille se promener ?»« Oh oui, on peut aller au Luxembourg ?» Ils passèrent l'après-midi dans les jardins du Luxembourg, nourrissant les canards du bassin, regardant les enfants faire naviguer leurs voiliers miniatures. Olivier observait son fils avec attention, découvrant des détails qu'il n'avait jamais remarqués. Sa façon de plisser le nez quand il riait, ses yeux qui brillaient d'intelligence, sa tendresse spontanée avec les petits animaux. « Papa ?» dit Théo en s'installant sur un banc. « Tu sais pourquoi j'aime Marie ? » ?»« Non, dis-moi. »« Parce qu'elle m'écoute vraiment. Quand je lui parle, elle me regarde dans les yeux, comme maman faisait. » Ces paroles touchèrent Olivier en plein cœur. Il réalisa qu'il parlait souvent à son fils en regardant son téléphone, en consultant ses dossiers, en pensant à autre chose. Quand avait-il regardé Théo dans les yeux pour la dernière fois? « Tu as raison, mon grand. C'est important d'être écouté. Toi aussi, tu peux m'écouter comme ça? Je vais essayer, je te le promets. Et on retourne voir Marie jeudi. » Olivier hésita. Retourner au Procope signifiait admettre qu'il avait besoin d'aide, que cette serveuse possédait quelque chose qu'il n'avait pas. Son orgueil résistait, mais le regard plein d'espoir de Théo eut raison de ses réticences. « D'accord. Jeudi, nous retournons voir Marie. » Le cri de joie de Théo attira les regards des promeneurs. Il se jeta dans les bras de son père avec une spontanéité qui bouleversa Olivier. Quand avait-il reçu un tel élan d'amour de la part de son fils? « Je t'aime, papa. »« Moi aussi je t'aime, Théo. Plus que tout au monde. » En rentrant à la maison, ils s'arrêtèrent dans une librairie. Théo choisit un livre d'histoire qu'ils lurent ensemble avant le dîner. Pour la première fois depuis des années, Olivier éteignit son téléphone professionnel et se contenta d'être présent, vraiment présent, auprès de son fils. Ce soir-là, en bordant Théo, il lui demanda « Tu es content de ta journée ?»« C'est la plus belle journée depuis que maman est partie, » répondit l'enfant avec sérieux. « Tu sais pourquoi ?»« Non, parce que tu étais là. Pas ton téléphone, pas tes papiers. Toi. » Olivier embrassa son fils sur le front, les yeux humides. « Bonne nuit, mon petit bonhomme. Bonne nuit, papa. Et merci pour cette journée. » Dans son bureau, Olivier contempla les photos de famille sur son bureau. Isabelle et lui, le jour de leur mariage, la naissance de Théo, leurs dernières vacances en Corse. Autant de souvenirs d'un bonheur qu'il avait cru perdu à jamais. Mais aujourd'hui, grâce aux paroles simples d'une serveuse inconnue, il entrevoyait un chemin vers la reconstruction. Pas le retour du passé, mais la construction d'un avenir différent. Un avenir où il serait vraiment le père que Théo méritait. Le jeudi soir arriva plus vite que prévu. Olivier avait passé la journée dans un état d'anticipation qu'il ne s'expliquait pas totalement. Était-ce l'excitation de Théo qui devenait contagieuse ou sa propre curiosité concernant Marie? Il préférait ne pas trop analyser ses motivations. Théo avait choisi sa plus belle chemise et s'était coiffé avec soin. « Je veux être beau pour Marie », avait-il expliqué sérieusement. Au Procope, ils demandèrent une table dans la section de Marie. Le maître d'hôtel, un homme distingué d'une 50aine d'années, les reconnut. « Monsieur Rousseau, de retour sitôt! J'espère que tout s'est bien passé avec vos associés suisses l'autre soir. »« Parfaitement, merci. Nous souhaiterions être dans le secteur de Marie, si c'est possible. »« Bien sûr. D'ailleurs, elle sera ravie de vous revoir. Elle m'a dit que votre petit garçon était adorable. » Ils s'installèrent à une table près de la fenêtre donnant sur la rue de l'Ancienne Comédie. Théo scrutait la salle, cherchant Marie du regard. « Papa, tu crois qu'elle se souvient de nous ? J'en suis sûr, mon grand. » Quand Marie apparut, un plateau à la main, Théo faillit se lever d'excitement. Elle les aperçut et son visage s'illumina d'un sourire sincère. « Théo, quelle belle surprise! Comment vas-tu, mon petit bonhomme ?»« Super bien. Papa m'a emmené au Luxembourg hier, et on a nourri les canards, et on a lu un livre ensemble. » Marie regarda Olivier avec approbation. « C'est merveilleux,
Tu as de la chance d'avoir un papa qui prend du temps pour toi. Oui, et j'ai plus mal au ventre depuis qu'on s'est vu. Ah, tu vois, je t'avais dit que le bouillon magique était efficace. Olivier observait cette interaction avec fascination. Marie avait ce don rare de s'adresser aux enfants sans condescendance, comme à des personnes à part entière. Théo rayonnait littéralement en sa présence. « Mademoiselle Marie, dit Olivier, pourriez-vous nous recommander quelque chose ? Mon fils est devenu très difficile sur la nourriture depuis... » Il s'interrompit, ne voulant pas évoquer la mort d'Isabelle devant Théo. « Depuis quelque temps, compléta-t-il. » Marie comprit immédiatement. « J'ai peut-être une idée. Théo, tu aimes les surprises ? » « Oh oui ! Alors laisse-moi choisir pour toi. Je vais demander au chef de préparer quelque chose de spécial. »« D'accord ! Et pour papa aussi ?»« Pour papa aussi, bien sûr. » Quand Marie s'éloigna, Théo se pencha vers son père. « Elle est vraiment gentille, hein ? Et elle sent bon, comme les fleurs. » Olivier avait remarqué lui aussi le parfum discret de Marie. Quelque chose de frais et naturel, qui évoquait le jasmin. Très différent du Chanel No. 5 qu'Isabelle portait toujours. « Papa, je peux te demander quelque chose. »« Bien sûr. Tu crois que maman serait contente qu'on connaisse Marie ?» La question déstabilisa Olivier. « Pourquoi tu dis ça ?»« Parce que Marie me fait du bien, comme maman le faisait. Et dans mon rêve, elles étaient amies toutes les deux. » Cette innocence bouleversa Olivier. Son fils, à 6 ans, possédait une sagesse intuitive qu'il avait lui-même perdue. « Je pense que maman voudrait qu'on soit heureux, Théo. Et si Marie contribue à ton bonheur, alors c'est bien qu'elle soit là. Oui, mon grand, c'est bien. » Marie revint avec 2 assiettes qu'elle posa devant eux avec un sourire mystérieux. « Alors, voici nos spécialités maison. Pour Théo, des gnocchis à la truffe avec une sauce au parmesan, les pâtes préférées du petit-fils du chef. Et pour papa, un magret de canard aux cerises, comme le préparait ma grand-mère. »« Tu cuisines aussi ?» demanda Olivier, intrigué. « Un peu. J'ai grandi chez ma grand-mère qui tenait un petit restaurant en Dordogne. Elle m'a appris que la nourriture, c'est de l'amour qu'on partage. » Théo goûta ses gnocchis et s'exclama « C'est délicieux. Comment tu savais que j'aimerais ça ? Les enfants comme toi aiment souvent les plats qui racontent des histoires. Ces gnocchis, c'est l'histoire d'un grand-père italien qui les préparait pour sa petite-fille chaque dimanche. Raconte !» Eh bien, il était une fois en Italie. Pendant que Marie racontait son histoire, Olivier observait son fils. Théo buvait littéralement ses paroles, oubliant même de manger, tant il était captivé. Cette femme possédait un talent naturel pour communiquer avec les enfants. « Et maintenant, mange tes gnocchis avant qu'ils refroidissent, » conclut Marie. « Mademoiselle, » intervint Olivier quand elle s'apprêtait à repartir. « Accepteriez-vous de prendre un café avec nous après votre service ? J'aimerais vous remercier pour ce que vous faites pour mon fils. » Marie hésita. « Je ne veux pas m'imposer. » »« Vous ne vous imposez pas. Théo serait ravi, n'est-ce pas ? » ?»« Oh oui, dis oui Marie, s'il te plaît. » »« Dans ce cas... » »« D'accord. Mon service se termine dans 1 heure. » Pendant cette heure d'attente, Olivier et Théo dégustèrent tranquillement leur repas en observant l'animation du restaurant. Théo commentait chaque passage de Marie, lui faisant de petits signes auxquels elle répondait discrètement. « Papa, tu sais quoi ? Aujourd'hui, c'est encore mieux qu'hier au Luxembourg. »« Pourquoi ? » ?»« Parce qu'on est tous les 3. » Cette remarque innocente fit réfléchir Olivier. Effectivement, il se sentait plus détendu qu'il ne l'avait été depuis des mois. La présence de Marie apportait une douceur qui leur manquait cruellement. Quand elle les rejoignit, changée en civil, Jean et pullover blanc qui la rajeunissaient, Théo battit des mains de joie. « Tu es encore plus belle comme ça !» Marie rougit légèrement. « Merci, mon petit gentleman. Alors, ce repas ?»« Délicieux, et papa a tout fini son assiette aussi. »« Tant mieux, c'est important de bien manger. » Olivier commanda 3 cafés, un déca pour Théo avec beaucoup de lait, et la conversation s'engagea naturellement. Marie raconta son enfance en Dordogne, ses études interrompues à la mort de sa grand-mère, son arrivée à Paris. Olivier parla de son travail, évitant soigneusement d'évoquer sa richesse. Théo, lui, monopolisait Marie avec ses questions et ses histoires d'école. « Tu as des enfants, Marie ?» demanda soudain Théo. Le visage de Marie se ferma légèrement. « Non, mon petit cœur, pas d'enfants. »« Pourquoi ?»« Théo, » intervint Olivier. « On ne pose pas ce genre de questions. »« Ce n'est rien, » sourit Marie.
Je n'ai simplement pas encore trouvé quelqu'un avec qui construire une famille. Tu pourrais être ma deuxième maman, proposa ingénument Théo. Comme ça, j'en aurai une au paradis et une sur terre. Le silence qui suivit cette déclaration était chargé d'émotion. Olivier ne savait que répondre, Marie avait les larmes aux yeux. « Tu es très mignon, Théo, » dit-elle finalement. « Mais tu as déjà une maman qui t'aime très fort, même si elle n'est plus là. Et ton papa t'aime suffisamment pour deux. » « Mais toi aussi, tu m'aimes ?» Marie regarda Olivier, cherchant son accord pour répondre. Il hocha imperceptiblement la tête. « Oui, mon petit bonhomme, je t'aime beaucoup. » Ces mots simples résonnèrent comme une promesse. Pour la première fois depuis la mort d'Isabelle, Olivier entrevoyait la possibilité d'un avenir différent. Pas un remplacement, personne ne pourrait remplacer Isabelle, mais une nouvelle forme de bonheur familial. Les semaines qui suivirent prirent un rythme nouveau. Olivier et Théo retournaient au Procope chaque jeudi, et ces soirées étaient devenues le point d'ancrage de leur semaine. Théo comptait les jours jusqu'au jeudi, et Olivier, bien qu'il refuse de se l'avouer, attendait ces moments avec la même impatience. Marie était devenue bien plus qu'une serveuse pour eux. Elle était devenue une confidente, une amie, et pour Théo, une figure maternelle de substitution. L'enfant lui racontait ses journées d'école, ses petites peines, ses victoires. Il avait même commencé à lui apporter des dessins qu'elle accrochait fièrement dans les vestiaires du personnel. « Regardez ce qu'a fait Théo pour moi », dit-elle un jeudi soir en montrant à Olivier un dessin représentant 3 personnages sous un arc-en-ciel. « Papa, Marie et moi », avait écrit Théo en lettres maladroites. Olivier contempla le dessin, ému. « Il vous a mis au centre. »« C'est parce qu'elle nous protège, » expliqua Théo, « comme un ange gardien. » Marie et Olivier échangèrent un regard chargé de sens. Leur relation évoluait doucement, presque imperceptiblement, mais sûrement. Ils n'avaient encore rien formalisé, ne s'étaient même pas embrassés, mais une complicité grandissait entre eux. « Marie, » dit Olivier ce soir-là, « accepteriez-vous de dîner avec nous dimanche ? Chez nous cette fois, Théo aimerait vous montrer sa chambre. »« Je ne voudrais pas abuser. »« Dis oui !» supplia Théo. « Papa fait très bien la cuisine, il m'a appris à faire des crêpes. » Marie sourit. « Dans ce cas, comment refuser ?» Le dimanche, Marie découvrit l'appartement d'Olivier avec des yeux écarquillés. Le standing luxueux du 16e arrondissement, les meubles de designer, les œuvres d'art, tout témoignait d'une richesse qu'elle n'avait pas soupçonnée. « Vous êtes vraiment riche », murmura-t-elle, impressionnée. « L'argent ne fait pas le bonheur », répondit Olivier. « Sinon, Théo et moi serions les hommes les plus heureux du monde depuis 3 ans. Or, nous étions les plus malheureux jusqu'à ce que nous vous rencontrions. » Théo fit visiter l'appartement à Marie avec fierté, lui montrant sa chambre, ses jouets, ses livres. Dans le bureau d'Olivier, il s'arrêta devant une photo encadrée. « Ça, c'est maman, elle était très belle, hein ?» Marie observa le portrait d'Isabelle, une femme blonde et raffinée au sourire lumineux. « Très belle, effectivement. Et tu lui ressembles beaucoup. Papa dit que j'ai ses yeux et son sourire. Et toi, tu ressembles à qui ? » ?»« À ma grand-mère. Elle avait les mêmes cheveux que moi. Elle était gentille comme toi ? » ?»« Très gentille. C'est elle qui m'a appris à prendre soin des autres. » Olivier les observait depuis le seuil, touché par cette conversation. Marie parlait à Théo de sa mère sans gêne, sans chercher à la remplacer ou à l'effacer. Elle l'intégrait naturellement dans leur histoire. Le dîner fut un enchantement. Olivier avait cuisiné un coq au vin, Théo avait dressé la table et Marie avait apporté un gâteau au chocolat qu'elle avait préparé chez elle. L'atmosphère était chaleureuse, familiale, presque normale. « Marie !» dit Théo au dessert. « Tu pourrais dormir ici parfois ?»« Théo !» s'exclama Olivier, gêné. « Quoi ? Elle serait bien dans la chambre d'amis, et comme ça elle pourrait me faire des câlins quand j'ai des cauchemars ?» Marie rougit. « Théo, ton papa peut très bien te consoler quand tu as peur. »« Oui, mais toi c'est différent. Tu as des mains douces comme maman. » Cette comparaison créa un moment de gêne. Olivier ne savait comment réagir. Fallait-il encourager cette filiation fantasmée ou la décourager ? « Théo !» dit doucement Marie. « Je ne remplacerai jamais ta maman. Personne ne peut faire ça. Mais je peux être ton ami, quelqu'un qui t'aime et qui prend soin de toi différemment. » « C'est quoi la différence ? Maman t'aimait depuis ta naissance.
Moi, j'ai appris à t'aimer en te connaissant. C'est un amour différent, mais tout aussi vrai. Cette explication sembla satisfaire Théo. Et papa, tu l'aimes aussi ? Le silence qui suivit cette question fut assourdissant. Marie et Olivier se regardèrent, embarrassés d'être mis face à leurs sentiments naissants par un enfant de 6 ans. J'aime beaucoup votre papa, dit finalement Marie. C'est quelqu'un de bien. Et toi, papa ? Tu aimes Marie ? Olivier prit une inspiration profonde. Oui, Théo, j'aime beaucoup Marie. Alors vous pourriez vous marier ? Théo, ce n'est pas si simple. Pourquoi ? Vous vous aimez, je vous aime tous les deux, vous m'aimez, c'est parfait. La logique enfantine de Théo arracha un sourire à Olivier et Marie. Effectivement, vu sous cet angle, la situation semblait simple. Il faut du temps pour ce genre de décision, expliqua Olivier. Les adultes ne se marient pas comme ça. Combien de temps ? Je ne sais pas, ça dépend de beaucoup de choses. Moi, je vote pour bientôt, déclara Théo avec sérieux. Après le dîner, Marie aida à débarrasser malgré les protestations d'Olivier. Ils se retrouvèrent seuls dans la cuisine pendant que Théo regardait un dessin animé au salon. « Il faut qu'on parle », dit Olivier. « Je sais, cette situation devient compliquée. » « Compliquée mais pas désagréable. » Marie sourit. « Non, pas désagréable. Mais je ne veux pas que Théo souffre si ça ne marche pas entre nous. » Vous pensez que ça ne peut pas marcher ? Olivier, regardez-vous. Vous êtes millionnaire, vous évoluez dans le grand monde. Vous pourriez avoir n'importe quelle femme. Moi, je suis serveuse, j'habite un studio dans le 20e. Je n'ai même pas fini mes études. Et alors ? Alors on ne vit pas dans le même monde. Olivier s'approcha d'elle. Marie, depuis 3 mois que nous nous voyons, mon fils va mieux, moi je vais mieux. Vous nous apportez quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, de l'authenticité, de la tendresse, de l'amour vrai. Qu'est-ce que ça peut faire que vous soyez serveuse ? Ça peut faire beaucoup de choses. Vos amis, votre famille, votre milieu, ils accepteront une femme comme moi ? S'ils ne l'acceptent pas, ils ne sont pas mes amis. Marie le regarda dans les yeux. Vous en êtes sûr ? Au lieu de répondre, Olivier s'approcha encore et l'embrassa doucement. C'était leur premier baiser, tendre et hésitant, chargé de 3 mois d'attirance retenue. « Papa ! Marie ! Venez voir ! Il y a des étoiles filantes à la télé !» Ils se séparèrent en souriant. « On arrive, mon grand !» cria Olivier. Dans le salon, Théo les accueillit avec un grand sourire. « Vous vous êtes fait des bisous ?»« Théo !» s'exclama Olivier. « Quoi ? Maman et toi, vous vous faisiez des bisous. C'est normal quand on s'aime. » Marie s'assit à côté de Théo et le prit dans ses bras. « Tu as raison, mon petit cœur. Quand on s'aime, on se fait des bisous. Alors ça veut dire que vous allez vous marier ?» Olivier et Marie échangèrent un regard complice. « Peut-être, Théo, un jour, peut-être. » Cette soirée marqua un tournant dans leur relation. Ils n'étaient plus 3 personnes qui se rencontraient par hasard. Ils formaient une famille naissante, fragile, mais réelle. L'annonce de Klaus Weber fut sans appel. « Monsieur Rousseau, nous retirons notre offre. Les investigations que nous avons menées sur votre vie privée révèlent des complications qui ne correspondent pas aux valeurs familiales de notre groupe. » Olivier raccrocha et resta immobile dans son bureau, assommé. En 3 mois de relation avec Marie, il avait baissé sa garde, négligé certaines précautions. Des photos de leur trio avaient circulé sur les réseaux sociaux. Des rumeurs couraient dans les milieux d'affaires parisiens sur la nouvelle conquête du veuf millionnaire. Une serveuse, avait ricané Bernard Martel, son associé de longue date, lors d'un dîner mondain la semaine précédente. « Olivier, tu déconnes complètement. Cette femme en veut à ton fric, c'est évident. » « Marie n'est pas comme ça, » avait protesté Olivier. « Réveille-toi. Tu crois qu'elle s'intéresserait à toi si tu étais plombier ? Allez, amuse-toi avec, mais ne fais pas de bêtises. » Ces paroles l'avaient blessé, mais pas convaincu. Aujourd'hui, face à l'échec de la plus grosse transaction de sa vie, il commençait à douter. 80 millions d'euros perdus à cause d'une complication nommée Marie. Sylvie entra sans frapper, ce qu'elle ne faisait jamais. « Monsieur, j'ai le Figaro au téléphone. Ils veulent une déclaration sur votre relation avec cette femme. » « Quelle déclaration ? Quelqu'un a vendu des photos et des informations. Ils préparent un article sur le millionnaire et sa Cendrillon. » Olivier ferma les yeux.
Sa vie privée allait s'étaler dans la presse. Théo serait exposé, Marie humiliée, lui-même ridiculisé. L'empire qu'il avait mis 20 ans à construire risquait de s'effondrer à cause de ragots et de préjugés. Dites-leur, sans commentaire, et annulez tous mes rendez-vous de la semaine. Il quitta son bureau et roula sans but dans Paris, tentant de réfléchir. Sa Mercedes longeait les quais de Seine quand son téléphone sonna. Marie. « Olivier, il faut qu'on se voie, c'est urgent. » Sa voix était blanche, tendue. « Que se passe-t-il ?»« Pas au téléphone. Rejoins-moi au Procope, maintenant. » Il la trouva dans l'arrière-salle du restaurant, en civil, les yeux rougis. Le patron l'avait libérée pour la soirée, après que des journalistes soient venus poser des questions. « Ils ont tout raconté à mes collègues, » dit-elle sans préambule. « Qui tu es vraiment, ton patrimoine, nos sorties. Ils m'ont traité de croqueuse de diamants. Marie, ne les écoute pas. Et ce matin, j'ai reçu ça. » Elle lui tendit une enveloppe Kraft. À l'intérieur, une liasse de photos. Eux au restaurant, lui embrassant Marie devant son immeuble. Théo dans les bras de Marie au Luxembourg. En bas de chaque photo, un mot. 50 000 € pour votre silence. « Quelqu'un veut me faire chanter, » continua Marie. « Il veut que je disparaisse de votre vie contre de l'argent. » Olivier examina les photos, la rage montant en lui. « Tu as une idée de qui ça peut être ? » ?»« Non, mais la lettre dit que si je refuse, les photos seront envoyées aux journaux avec la vraie histoire de notre relation. » Quelle vraie histoire ? Que je t'ai séduit pour ton argent, que je manipule Théo pour t'attendrir, que je ne suis qu'une opportuniste. Olivier froissa la lettre. C'est ridicule, personne ne croira ça. Si, ils croiront. C'est plus facile de croire que la pauvre serveuse abuse du riche veuf que d'accepter qu'il puisse s'aimer sincèrement. Le silence s'installa entre eux. Marie évitait son regard, et Olivier comprenait qu'elle avait déjà pris sa décision. « Tu vas partir, » dit-il. « Je n'ai pas le choix. Pense à Théo. Il va être exposé, traumatisé par cette histoire. Et ton travail ? Mon travail, je m'en fiche. Les Weber ont déjà annulé le contrat. Tu vois, je te fais du mal, Olivier. Je détruis ta vie. »« Non, tu es la meilleure chose qui nous soit arrivée. » Marie se leva, les larmes aux yeux. « J'aime Théo comme mon propre fils. C'est pour ça que je dois partir, pour le protéger. Et moi, toi, tu trouveras quelqu'un de ton milieu. Quelqu'un qui ne te causera pas de problème. » Elle se dirigea vers la sortie. Olivier la rattrapa par le bras. « Marie, ne fais pas ça, nous pouvons nous battre. » « Contre qui ? Contre le monde entier ? S'il le faut, oui. » Elle se dégagea doucement. « J'ai déjà donné ma démission ici. Je repars en Dordogne, chez ma tante. Et nous ? Et Théo ? Et... Dis à Théo que... Dis-lui que je l'aimerai toujours, mais qu'il faut qu'il soit fort. Dis-lui que sa maman veille sur lui. Marie... Au revoir, Olivier. Prends soin de toi. Et surtout, prends soin de lui. » Elle sortit du restaurant en courant, laissant Olivier seul avec sa douleur. Par la fenêtre, il la vit monter dans un taxi qui disparut dans la circulation parisienne. De retour chez lui, Olivier trouva Théo qui l'attendait dans le salon, déjà en pyjama. « Papa, où est Marie ? Tu avais dit qu'elle viendrait dîner ce soir. » Comment annoncer à un enfant de 6 ans que la femme qu'il considérait comme sa mère adoptive venait de disparaître de leur vie ? Olivier s'assit à côté de son fils et le prit dans ses bras. « Mon grand, Marie a dû partir en voyage, un voyage très long. »« Marie, quand est-ce qu'elle revient ? » Je ne sais pas, Théo. »« Elle revient jeudi, pour notre dîner ?» La voix de l'enfant tremblait déjà. Il pressentait que quelque chose de grave se passait. « Non, mon petit bonhomme, elle ne reviendra pas jeudi. » « Pourquoi ? Elle ne m'aime plus ?» Olivier serra son fils contre lui, luttant contre ses propres larmes. « Si, elle t'aime, très fort. Mais parfois, les adultes sont obligés de faire des choses tristes. »« Comme maman ? Maman aussi, elle est partie en voyage ?» Cette question innocente acheva de briser le cœur d'Olivier. Théo, dans sa logique d'enfant, venait de mettre sur le même plan la mort de sa mère et le départ de Marie. 2 abandons inexpliqués, 2 déchirures successives. « Non, mon grand, maman est morte, elle n'a pas choisi de partir. Marie, elle, c'est différent. Alors elle peut revenir ? Je ne pense pas. » Théo fondit en larmes, de gros sanglots qui lui soulevèrent la poitrine. « Je veux Marie, je veux qu'elle revienne, papa, va la chercher !»« Je ne peux pas, mon petit bonhomme. »« Si,
Tu peux tout faire, tu es papa !» Cette confiance aveugle de son fils dans sa toute-puissance décupla la culpabilité d'Olivier. Il était effectivement assez riche et puissant pour résoudre bien des problèmes, mais il ne pouvait pas forcer Marie à revenir. Et au fond, avait-elle tort de partir? N'était-ce pas plus sage de protéger Théo d'un scandale médiatique? Cette nuit-là, Théo fit des cauchemars terribles. Il appelait Marie dans son sommeil, la suppliant de ne pas l'abandonner. Olivier resta auprès de lui jusqu'à l'aube, impuissant face à la détresse de son enfant. Au matin, Théo refusa de se lever pour aller à l'école. « Je suis malade », prétendait-il. « J'ai mal au ventre comme avant. » Olivier comprit que les douleurs psychosomatiques revenaient. En quelques heures, les progrès de 3 mois s'effondraient. Son fils retombait dans l'angoisse et la tristesse qu'il avait connues après la mort de sa mère. Dans sa cuisine, Brigitte préparait le petit déjeuner avec sa froideur habituelle. « Monsieur Théo fait encore des caprices ?»« Ce ne sont pas des caprices, Brigitte. Il traverse une période difficile. »« Ah, à cause de cette amie qui ne vient plus ?» Le ton méprisant de la gouvernante agaça Olivier. Lui aussi avait été contaminé par les préjugés ambiants sur Marie. « Cette amie s'appelle Marie et elle comptait beaucoup pour mon fils. »« Bien, monsieur. Dois-je préparer le déjeuner de monsieur Théo ?»« Non, il reste à la maison aujourd'hui. » Olivier appela l'école pour signaler l'absence de Théo, puis son bureau pour annuler tous ses rendez-vous. Pour la première fois depuis des années, il allait passer une journée entière avec son fils. Pas par plaisir cette fois, mais par nécessité, pour ramasser les morceaux d'un bonheur brisé. 3 semaines passèrent dans une routine morose. Théo avait perdu l'appétit et la joie de vivre. Il refusait de retourner au Procope, ne voulait plus entendre parler du Luxembourg, et avait caché tous les dessins qu'il avait faits pour Marie. L'enfant épanoui qu'il était devenu s'était mué en petit garçon triste et renfermé. Olivier, lui, alternait entre colère et abattement. Il avait tenté de joindre Marie plusieurs fois, sans succès. Son téléphone était coupé, elle avait quitté son studio sans laisser d'adresse. Comme si elle avait voulu effacer toute trace de leur histoire. L'article du Figaro était finalement paru, moins cruel que prévu, mais suffisamment détaillé pour alimenter les ragots. Olivier Rousseau, le roi de l'immobilier, et sa conquête du peuple, titrait le journal. Les photos montraient un homme amoureux et une femme souriante, mais le texte insinuait une relation intéressée. « Papa », dit Théo un jeudi soir, leur ancien jour de bonheur. « Marie va me regarder à la télé ?»« Pourquoi tu dis ça ?»« À l'école, maîtresse a dit que parfois, les gens qu'on aime nous regardent de loin, comme maman au paradis. » Cette innocence déchira le cœur d'Olivier. Son fils transformait le départ de Marie en une nouvelle forme de deuil, trouvant dans cette fiction un moyen de supporter l'abandon. « Peut-être, mon grand, peut-être qu'elle pense à nous. Et si on lui envoyait une lettre, maîtresse dit que les lettres, ça voyage partout dans le monde. » Olivier hésita. Encourager cet espoir risquait de faire souffrir davantage Théo. Mais d'un autre côté, cette activité pourrait l'aider à extérioriser sa peine. « D'accord, on va écrire à Marie. » Ils passèrent l'heure suivante à rédiger ensemble une lettre touchante. Théo dictait, Olivier écrivait « Chère Marie, tu nous manques beaucoup. Papa est triste et moi aussi. Mes gnocchis n'ont plus le même goût sans tes histoires. Je rêve encore de toi et de maman qui êtes amies au paradis. Est-ce que tu reviendras un jour? Moi, je t'attendrai toujours. Je t'aime fort, fort, fort. Théo PS. Papa aussi, il t'aime, même s'il ne le dit pas. Papa, c'est vrai que tu l'aimes? Olivier regarda son fils. À quoi bon mentir? Oui, Théo, je l'aime beaucoup. Alors pourquoi elle est partie? Parce que des gens méchants ne voulaient pas qu'on soit ensemble. Qui ça? Des gens qui pensent qu'on doit rester avec les personnes de son monde. C'est bête, l'amour, ça n'a pas de monde. Cette vérité enfantine frappa Olivier. Un enfant de 6 ans possédait plus de sagesse que tous les adultes qui l'entouraient. L'amour ne connaissait effectivement ni classe sociale, ni convenance. Tu as raison, mon grand. C'est bête. Alors, on va la chercher. Ce n'est pas si simple. Si, on prend la voiture et on va partout jusqu'à ce qu'on la trouve. L'enthousiasme naïf de Théo était contagieux. Et si c'était effectivement possible? Marie était partie en Dordogne chez sa tante. Avec quelques recherches, Olivier pourrait sûrement la localiser. Tu sais quoi, Théo? Tu as peut-être raison. On va essayer de la retrouver. Vraiment? Quand? Ce week-end, on va faire un voyage en Dordogne. Le visage de Théo s'illumina pour la première fois depuis des semaines. On va ramener Marie?
On va essayer de la convaincre de revenir. Et les gens méchants? Olivier prit son fils dans ses bras. Les gens méchants, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'on s'aime tous les trois. Cette nuit-là, Théo dormit paisiblement pour la première fois depuis le départ de Marie. Olivier, lui, passa la soirée au téléphone et sur Internet, menant l'enquête comme un détective privé. Marie avait évoqué sa grand-mère qui tenait un restaurant en Dordogne. Après avoir épluché les registres du commerce et les annuaires téléphoniques, Olivier finit par identifier 3 établissements susceptibles de correspondre. L'un d'eux, chez Margot à Brantôme, avait fermé en 2015 après le décès de la propriétaire, une certaine Marguerite Dubois. Marguerite, Marie. Il tenait enfin une piste. Il appela le bureau de poste de Brantôme. Après avoir expliqué qu'il cherchait à joindre la petite fille de Marguerite Dubois pour des raisons familiales urgentes, il obtint l'information qu'il cherchait. Marie Dubois habitait effectivement chez sa tante, route de Bourdeille. Le vendredi soir, Olivier annonça à Brigitte qu'il partait en week-end. Monsieur et monsieur Théo s'absentent. Pour aller où? En Dordogne, nous rentrerons dimanche soir. Très bien, monsieur. Dois-je préparer des bagages? C'est fait, merci. Olivier avait soigneusement préparé ce voyage. Il avait réservé une chambre dans un hôtel de charme à Brantôme, acheté des fleurs et des cadeaux pour Marie et sa tante, et surtout, il avait préparé le discours de sa vie. Car cette fois, il ne laisserait pas Marie partir sans se battre. « Papa, tu es sûr qu'on va la retrouver ?» demanda Théo en bouclant sa ceinture de sécurité. « J'en suis certain, mon champion. Et cette fois, on ne la laisse plus s'en aller. Même si les gens méchants reviennent, même si le monde entier s'y oppose. » La Mercedes quitta Paris par l'autoroute A20, direction Limoges. Olivier conduisait avec une détermination qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. Pour la première fois, depuis le départ de Marie, il avait un but, un espoir, un projet d'avenir. « Papa, tu sais ce qu'on va dire à Marie? Qu'on l'aime et qu'on veut qu'elle rentre avec nous. » Et si elle dit non, Olivier regarda son fils dans le rétroviseur. « Alors on restera là-bas jusqu'à ce qu'elle dise oui. Même si ça prend très longtemps, même si ça prend toute la vie. » Théo sourit et ferma les yeux, bercé par le ronronnement du moteur. Dans son sommeil, il murmurait le prénom de Marie comme une prière. Olivier appuya sur l'accélérateur. Plus que 4 heures avant de retrouver la femme de sa vie. Vous ressentez cette tension qui monte, cette espérance qui renaît? C'est que vous comprenez qu'il y a des combats qui valent la peine d'être menés, même quand tout semble perdu. Brantôme se dressait dans la brume matinale comme un décor de conte de fées. La petite ville médiévale, surnommée la Venise du Périgord, émergeait de son sommeil au bord de la Dronne. Olivier et Théo avaient passé la nuit dans un hôtel de charme, l'enfant trop excité pour bien dormir. « Papa, regarde comme c'est beau! Marie habite dans un château. » « Pas exactement un château, mon grand, plutôt une maison de campagne. » Ils remontèrent la route de Bourdeille, en suivant les indications données par l'office de tourisme. La maison de la tante de Marie se trouvait à quelques kilomètres du centre-ville, dans un hameau perdu au milieu des noyers et des vignes. « C'est là !» cria Théo, en apercevant une bâtisse en pierre blonde typiquement périgourdine. Olivier gara la Mercedes devant le portail en bois. Son cœur battait comme celui d'un adolescent à son premier rendez-vous. 3 semaines sans voir Marie lui avaient paru une éternité. « Et si elle ne veut pas nous voir ?» demanda soudain Théo, pris d'un doute. « Elle voudra te voir, toi. C'est impossible de résister à ton charme. » Ils remontèrent l'allée bordée de lavande. La maison était silencieuse, les volets encore fermés malgré l'heure avancée. Olivier frappa doucement à la porte d'entrée. Des pas se firent entendre à l'intérieur, puis une voix de femme âgée. « Qui est là ?»« Bonjour madame, nous cherchons Marie Dubois. Nous sommes des amis de Paris. » La porte s'entr'ouvrit, révélant une femme de 70 ans, au visage buriné, mais bienveillant. « Marie, elle n'est pas là. » Le cœur d'Olivier se serra. « Pas là? Mais nous pensions... » « Tante Solange ?» La voix de Marie venait du jardin derrière la maison. Olivier et Théo échangèrent un regard de soulagement. « Il y a des visiteurs pour toi, ma petite !» cria la tante. Marie apparut au coin de la maison, un panier de légumes à la main. En voyant Olivier et Théo, elle resta figée, le panier lui échappant des mains. « Théo !» murmura-t-elle, incrédule. « Marie !»
cria l'enfant en se précipitant vers elle. Il se jeta dans ses bras avec une force qui faillit la faire tomber. Marie le serra contre elle, les larmes aux yeux, respirant l'odeur de ses cheveux blonds. « Mon petit bonhomme, qu'est-ce que vous faites là ? On est venu te chercher. Papa a dit qu'on t'aimait trop pour te laisser partir. » Marie regarda Olivier par-dessus la tête de Théo. Il s'approcha lentement, intimidé par l'intensité du moment. « Bonjour, Marie. Olivier, vous n'auriez pas dû venir. » « Si, j'aurais dû venir plus tôt, dès le premier jour. » Solange observait la scène avec curiosité. « Bon, je vais préparer du café pour tout le monde. Et toi, mon petit, tu veux du chocolat chaud ? » « Oh oui, merci, madame. » Ils s'installèrent dans la cuisine rustique de la maison. Poutres apparentes, tomates rouges, grande cheminée. L'atmosphère était chaleureuse et apaisante. Solange servit le café dans de gros bols en faïence, comme au temps de Marguerite. « Alors, dit-elle en s'asseyant, vous êtes le fameux monsieur dont Marie me rebat les oreilles depuis 3 semaines. »« Tante Solange !» protesta Marie en rougissant. « Quoi, tu passes ton temps à pleurer en prononçant son nom ? Et ce petit ange, c'est lui qui dessine si bien ?» Théo sourit timidement. « Vous connaissez mes dessins ? Marie les a tous gardés. Elle les a même encadrés dans sa chambre. » Olivier et Théo échangèrent un regard complice. Marie n'avait pas oublié. Elle pensait à eux autant qu'eux pensaient à elle. « Marie, dit doucement Olivier, il faut qu'on parle. »« Je sais. Mais Théo, moi je vais visiter le jardin avec Madame Solange, » proposa l'enfant, avec une maturité surprenante. « Pas vrai, madame ? » ?»« Bien sûr, mon petit. Je vais te montrer mes poules et mes lapins. » Quand ils furent seuls, Marie et Olivier se regardèrent en silence. 3 semaines de séparation avaient creusé un fossé entre eux, fait de non-dits et de blessures. « Tu m'as manqué, » dit finalement Olivier. « Toi aussi, vous deux, mais ça ne change rien à la situation. » « Quelle situation, que je suis riche et toi pas, que certaines personnes désapprouvent notre relation ? C'est ça qui compte plus que notre bonheur ?» Marie soupira. « Olivier, tu ne comprends pas, ce n'est pas juste une histoire de différence sociale, c'est ton image, ta réputation, l'avenir de Théo. » « L'avenir de Théo ? Tu veux rire ? Depuis que tu es parti, il dépérit. Il a recommencé à faire des cauchemars, il refuse de manger, il ne sourit plus. Tu crois que c'est ça, son avenir ? Ça passera. Les enfants s'adaptent. » « Non, Marie. Certaines blessures ne passent jamais. Théo a déjà perdu sa mère. Tu veux qu'il perde aussi la femme qu'il considère comme sa maman ? » Ces mots touchèrent Marie au cœur. « Je ne suis pas sa maman. Si, tu l'es devenue, et moi je suis tombé amoureux de toi. Vraiment amoureux, pour la première fois depuis la mort d'Isabelle. » Marie détourna le regard. « L'amour ne suffit pas toujours. » « Alors que faut-il de plus ? L'argent ? J'en ai assez pour nous 3. La sécurité ? Je peux te l'offrir. L'acceptation sociale ? Je me fiche de l'opinion des autres. Et Théo ? Il grandira dans quel monde ? Celui où on dit que son père a épousé une croqueuse de diamants ? Olivier se leva et se plaça face à elle. Théo grandira dans un monde où il verra que l'amour authentique existe, qu'on peut se battre pour ses convictions, qu'on ne doit jamais renoncer à son bonheur pour faire plaisir aux autres. C'est beau en théorie. Ce n'est pas de la théorie, Marie. Je t'aime. Théo t'aime. Qu'est-ce qu'il faut de plus ? Il faut que je sache que je ne vous fais pas de mal. Olivier s'agenouilla devant elle et prit ses mains dans les siennes. Marie Dubois, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne nous aimes pas. Dis-moi que ces 3 mois n'ont rien représenté pour toi. Dis-moi que tu peux vivre sans nous. Marie le regarda, les yeux embués de larmes. Je ne peux pas. Alors reviens. Reviens avec nous à Paris. Soyons une famille. Et si ça ne marche pas, si les pressions sont trop fortes, alors on partira, tous les 3. On s'installera ici, en Dordogne, dans le sud, à l'étranger. Peu importe où, du moment qu'on est ensemble. Marie hésitait, partagée entre l'amour et la peur. À cet instant, Théo fit irruption dans la cuisine, suivi de Solange. « Marie, regarde ce que j'ai trouvé !» Il tenait dans ses mains un petit lapin blanc aux yeux roses. « Madame Solange a dit que je pouvais l'adopter si tu revenais avec nous. Il s'appelle Flocon. » Marie regarda cet enfant radieux, qui lui offrait son cœur avec la générosité de l'innocence. Comment résister à tant d'amour pur ? Théo, s'il te plaît, Marie, dis oui. On sera une vraie famille, avec papa,
Toi, moi et Flocon. Et on viendra voir Madame Solange tous les week-ends. Solange posa une main sur l'épaule de sa nièce. Marie, ma petite, la vie t'offre une seconde chance d'être heureuse. Ne la laisse pas passer à cause de la peur. Marie regarda tour à tour Olivier, Théo et sa tante. 3 personnes qui l'aimaient et lui offraient une famille. Comment avait-elle pu envisager de refuser un tel cadeau ? « D'accord, murmura-t-elle. Je reviens avec vous. » Le cri de joie de Théo résonna dans toute la maison. Il lâcha le lapin qui détala dans le jardin et se jeta dans les bras de Marie. « Tu ne partiras plus jamais ? » ?»« Plus jamais, mon petit cœur, promis. » Olivier s'approcha et les enlaça tous les deux. Pour la première fois depuis des semaines, il se sentait complet. Sa famille était reconstituée, différente de l'ancienne mais tout aussi vraie. « Bon, » dit Solange en essuyant une larme. « Maintenant que c'est réglé, qui veut goûter ma tarte aux noix ?» Le retour à Paris se fit dans une atmosphère de fête. Théo n'arrêtait pas de parler, racontant à Marie tout ce qui s'était passé pendant son absence, ses cauchemars, ses dessins cachés, sa lettre jamais envoyée. Marie l'écoutait avec attention, caressant ses cheveux blonds, retrouvant sa place naturelle dans leur petit univers. « Marie, dit Théo alors qu'ils traversaient en Limoges, tu vas habiter chez nous maintenant ? Nous en parlerons avec ton papa. » Olivier intervint depuis le siège conducteur. « Si Marie le veut, elle aura sa propre chambre, la plus belle de l'appartement. »« Celle avec vue sur la tour Eiffel ?» demanda Théo excité. « Celle-là même !» Marie protesta doucement. « Olivier, je ne peux pas débarquer comme ça chez toi. Il faut qu'on discute, qu'on s'organise. On a perdu assez de temps. Et puis, Théo a raison. Nous sommes une famille maintenant. » « Une vraie famille ? » La plus vraie de toutes. À leur arrivée à Paris, Brigitte les accueillit avec sa froideur habituelle. Mais Olivier perçut une pointe de curiosité dans son regard quand elle vit Marie descendre de voiture. « Brigitte, je vous présente Marie. Elle va vivre avec nous désormais. »« Très bien, monsieur. Dois-je préparer la chambre d'amis ?»« La suite parentale. Madame Marie partage ma vie. » Le visage de la gouvernante se ferma imperceptiblement. « Bien, monsieur. » Quand Brigitte fut partie préparer la chambre, Marie prit Olivier à part. « Tu crois que c'est une bonne idée ? Elle n'a pas l'air ravie. Brigitte s'adaptera. Et si elle ne s'adapte pas, elle partira. Tu renverrais ta gouvernante pour moi ? Marie, je renverrai n'importe qui ne te respecte pas. Théo et toi, vous êtes mes priorités. » Cette détermination rassura Marie. Elle commença à croire qu'Olivier était vraiment prêt à tout affronter pour leur amour. Les jours suivants confirmèrent cette impression. Olivier prit plusieurs décisions radicales. Il congédia Bernard Martel, son associé qui avait critiqué leur relation. Il refusa catégoriquement de donner d'interviews sur sa vie privée. Et surtout, il présenta officiellement Marie lors d'un dîner avec ses clients les plus importants. « Mes chers amis, déclara-t-il ce soir-là, j'aimerais vous présenter Marie, la femme qui partage ma vie et qui fait le bonheur de mon fils. » L'accueil fut mitigé. Certains clients se montrèrent chaleureusement curieux, d'autres poliment distants. Quelques-uns partirent même plus tôt que prévu. Mais Olivier tint bon, soutenant Marie de sa présence et de sa fierté évidente. « Tu ne regrettes pas ?» demanda Marie sur le chemin du retour. « Quoi ? D'avoir perdu quelques clients snobs ? Au contraire, ça m'a permis de faire le tri. Ceux qui sont restés sont les vrais amis. » « Et ton business ? » ?»« Mon business survivra. J'ai d'autres projets, d'autres contacts. Et puis, tu sais quoi ? Pour la première fois depuis des années, l'argent ne m'obsède plus. J'ai trouvé quelque chose de plus précieux. »« Quoi ? » ?»« Une vraie vie de famille. » Cette évolution ne passa pas inaperçue. Théo rayonnait littéralement depuis le retour de Marie. Ses résultats de scolaire s'amélioraient, il avait retrouvé l'appétit, et surtout, il souriait constamment. Ses professeurs remarquèrent le changement. « Monsieur Rousseau, » lui dit la directrice lors d'un rendez-vous, « Théo est transformé. Il participe en classe, aide ses camarades, fait preuve d'une maturité remarquable. » Que s'est-il passé ? Il a retrouvé sa stabilité affective. Marie lui apporte ce qui lui manquait. Cette jeune femme doit être exceptionnelle. Elle l'est. Un mois après leur retour de Dordogne, Olivier prit une décision qui surprit tout le monde. Il demanda Marie en mariage. Pas dans un restaurant chic ou lors d'un week-end romantique, mais un mardi soir ordinaire, pendant qu'ils aidaient Théo à faire ses devoirs. « Marie, dit-il soudain en posant son stylo, veux-tu m'épouser ?
Marie et Théo levèrent la tête simultanément. « Pardon ?» dit Marie. « Tu veux être ma femme, officiellement, légalement, pour toujours ?»« Papa demande Marie en mariage !» cria Théo extasié. « C'est comme dans les films !» Marie regarda Olivier, cherchant dans ses yeux la moindre trace d'hésitation. Elle n'en trouva aucune. « Olivier, tu en es sûr, avec tout ce que ça implique ?»« J'en suis sûr depuis le premier jour, j'ai juste mis du temps à l'assumer. Et si les gens continuent à dire, qu'ils disent, Marie, je t'aime. Théo t'aime. Nous voulons que tu sois notre femme et notre maman. C'est tout ce qui compte. » Théo prit la main de Marie. « Dis oui, s'il te plaît, dis oui. » Marie regarda cet enfant qui la suppliait de devenir officiellement sa mère. Puis cet homme qui lui offrait son nom et sa protection. Comment refuser tant d'amour ? « Oui, murmura-t-elle. Oui, je veux vous épouser. » Le cri de joie de Théo réveilla probablement tout l'immeuble. Il se jeta dans les bras de Marie, puis d'Olivier, puis des deux à la fois. « On va faire une grande fête, avec un gâteau, et des fleurs, et Madame Solange va venir ?»« Tout ce que tu veux, mon champion, » rit Olivier. « Tout ce que vous voulez tous les deux. » Le mariage eut lieu 3 mois plus tard, dans la petite église de Brantôme. Marie avait insisté pour que la cérémonie se déroule en Dordogne, près de sa tante et des souvenirs de sa grand-mère. Olivier accepta sans discuter. L'important n'était pas le lieu, mais l'engagement. Solange pleurait de bonheur en voyant sa nièce en robe blanche au bras d'Olivier. Théo, en costume de petit garçon d'honneur, portait les alliances avec un sérieux touchant. Les invités étaient peu nombreux mais sincères. Quelques vrais amis d'Olivier, les collègues du Procope devenus proches de Marie, et surtout, l'ancienne institutrice de Marie qui l'avait élevée après la mort de sa grand-mère. « Mes chers amis, » dit le maire dans son discours, « nous célébrons aujourd'hui l'union d'Olivier, Marie et Théo, car c'est bien une famille qui se marie aujourd'hui, pas seulement un couple. » Après la cérémonie, ils organisèrent une réception simple dans le jardin de Solange. Théo courait entre les invités, radieux, présentant sa nouvelle maman à tout le monde. « Papa, » dit-il à Olivier alors que le soleil se couchait sur les collines périgordines, « Maman Isabelle, elle est contente qu'on soit heureux. J'en suis sûr, mon grand. Elle veille sur nous et elle sourit de nous voir unis. Et maintenant, Marie est ma vraie maman. Maintenant et pour toujours. » Marie, qui avait entendu la conversation, s'agenouilla devant Théo et le prit dans ses bras. « Mon petit bonhomme, je serai toujours ta maman du cœur, et tu seras toujours mon fils d'amour. Même quand je serai grand, même quand tu auras 100 ans. » Théo éclata de rire et embrassa Marie sur les joues. Olivier les regarda, ému aux larmes. Sa famille était enfin complète, différente de celle qu'il avait imaginée, mais plus forte que tout ce qu'il avait espéré. Ce soir-là, sous les étoiles du Périgord, 3 cœurs battaient à l'unisson. L'amour avait vaincu tous les obstacles, prouvant une fois de plus que les plus belles histoires sont celles où l'on choisit de se battre pour son bonheur. 5 ans après leur mariage, la famille Rousseau avait trouvé son équilibre dans une nouvelle routine. Ils partageaient leur temps entre Paris et la Dordogne, où Olivier avait acheté la maison voisine de celle de Solange pour y installer leur résidence secondaire. Cette double vie leur permettait d'échapper aux pressions parisiennes et de ressourcer leur amour dans la simplicité périgourdine. Théo, maintenant âgé de 11 ans, était devenu un garçon épanoui et confiant. Il excellait à l'école, pratiquait le football avec passion et surtout, il vouait à Marie un amour filial absolu. Plus jamais il n'avait fait de cauchemar, plus jamais il n'avait réclamé sa mère biologique. Marie était devenue sa maman dans tous les sens du terme. « Maman, » dit-il un soir en rentrant de l'école, « on étudie les arbres généalogiques en classe. Je peux dire que j'ai 2 mamans ?» Marie et Olivier échangèrent un regard ému. 5 ans après, Théo évoquait encore Isabelle naturellement, sans souffrance. « Bien sûr, mon cœur. Tu as maman Isabelle qui t'a donné la vie et moi qui t'accompagne au quotidien. Et c'est normal d'avoir 2 mamans ? C'est même une chance exceptionnelle, » répondit Olivier. Peu d'enfants peuvent te dire qu'ils ont été aimés par 2 femmes extraordinaires. Cette sérénité face au passé témoignait de la maturité que Théo avait acquise. Marie avait réussi ce prodige de s'imposer comme mère sans jamais chercher à effacer Isabelle. Les photos de la première épouse d'Olivier ornaient encore l'appartement, et Théo racontait parfois des souvenirs de ses premières années avec une tendresse respectueuse. Professionnellement,
Olivier avait également trouvé un nouvel équilibre. Après avoir perdu quelques gros contrats à cause de sa relation avec Marie, il avait réorienté ses activités vers des projets plus modestes mais plus humains. Résidences pour personnes âgées, logements sociaux de qualité, rénovation de monuments historiques. Ces chantiers rapportaient moins d'argent mais lui apportaient plus de satisfaction. « Tu ne regrettes pas ?» lui demanda Marie un jour qu'il visitait un EHPAD qu'il venait d'inaugurer. « Quoi ? D'avoir échangé le fric contre le sens ? Jamais. Regarde ces visages souriants. Ça vaut tous les millions du monde. » Marie sourit. Cet homme qui ne jurait autrefois que par les profits avait découvert la richesse des projets sociaux. Leur amour l'avait transformée autant qu'elle-même. Car Marie aussi avait évolué. Après leur mariage, elle avait repris des études par correspondance, obtenu un diplôme d'éducatrice spécialisée et travaillait maintenant dans un centre d'accueil pour enfants en difficulté. Son expérience personnelle et son intuition naturelle en faisaient une professionnelle remarquée. « Madame Rousseau, » lui dit un jour la directrice du centre, « vous avez un don avec ces enfants, ils vous font confiance instinctivement. J'ai été à leur place, je sais ce qu'ils ressentent. C'est pour ça que vous êtes si efficace. Vous ne leur parlez pas de votre position sociale, vous leur parlez de cœur à cœur. » Cette reconnaissance professionnelle comblait Marie. Elle, qui avait longtemps douté de sa valeur, prouvait quotidiennement qu'elle valait bien mieux que les préjugés colportés à son sujet. L'opinion publique avait d'ailleurs fini par évoluer. Les journaux qui avaient autrefois présenté Marie comme une arriviste saluaient maintenant son parcours et son engagement social. L'histoire du millionnaire et de la serveuse était devenue celle du couple qui œuvre pour les démunis. « Finalement, » plaisanta Olivier un soir en lisant un article élogieux sur leur fondation, « tu es devenu plus populaire que moi. »« C'est normal, je suis plus sympa, » rétorqua Marie en l'embrassant. Théo, qui faisait ses devoirs à côté d'eux, leva la tête. « Papa, tu sais ce que m'a dit maîtresse aujourd'hui ? »« Non, raconte !» Elle a dit que j'avais de la chance d'avoir des parents qui s'aimaient vraiment. Parce que ça se voit, l'amour vrai. Ces mots simples résumaient tout. Leur amour, né d'une rencontre improbable, avait résisté aux épreuves et s'était épanoui dans la durée. Il rayonnait maintenant sur tous ceux qui les entouraient. Un samedi matin de printemps, alors qu'ils se promenaient tous les trois dans les jardins du Luxembourg, le lieu de leur premier moment complice, Théo posa la question qui les fit sourire. « Papa, maman, vous allez me donner un petit frère ou une petite sœur ?» Marie et Olivier se regardèrent. Ils en avaient souvent parlé, mais n'avaient jamais osé franchir le pas. « Pourquoi cette question ?» demanda Marie. « Parce que mon copain Lucas, il a dit que les parents qui s'aiment font des bébés. Et vous, vous vous aimez très fort. Et ça te plairait d'avoir un petit frère ou une petite sœur ? Oh oui, je lui apprendrai plein de choses et je le protégerai comme papa me protège. » Cette maturité touchante convainquit définitivement Marie et Olivier. Théo était prêt à partager leur amour, à devenir grand frère. « Dans ce cas, » dit Olivier en serrant la main de Marie, « nous allons y réfléchir sérieusement. »« Vraiment ?» s'exclama Théo. « Vraiment, » confirma Marie, « mais il faut être patient, les bébés mettent du temps à arriver. »« Combien de temps ?»« 9 mois si on a de la chance. »« Alors je vais demander ça au Père Noël !» 6 mois plus tard, Marie annonça à Olivier qu'elle était enceinte. Ils choisirent de l'annoncer à Théo lors de leur week-end en Dordogne, chez Solange, qui était devenue la grand-mère de substitution de toute la famille. « Théo, » dit Marie après le dîner, « nous avons une nouvelle à t'annoncer. »« Je sais, tu attends un bébé !» cria l'enfant. « Je l'ai deviné, tu as les mêmes yeux brillants que Madame Dupont à l'école quand elle nous a annoncé qu'elle était enceinte. » Cette perspicacité les fit éclater de rire. « Comment as-tu su ?» demanda Olivier. « Et puis tu manges bizarrement depuis quelques jours, et papa te regarde avec des yeux d'amoureux, encore plus qu'avant. » Solange applaudit. « Ce petit est un génie, alors c'est pour quand cette merveille ?»« Mars prochain, » répondit Marie en caressant son ventre encore plat. « Un bébé de printemps, quelle joie !» Cette nuit-là, Théo s'endormit en parlant au bébé dans le ventre de Marie. « Bébé, je t'attends, je serai le meilleur grand frère du monde. Tu verras, on a la plus belle famille qui existe. » Olivier et Marie l'écoutèrent depuis la porte, émus aux larmes. Leur enfant grandirait dans un foyer uni, entouré d'amour et de stabilité. Il aurait la chance de naître dans une famille recomposée mais solide, prouvant que l'amour peut triompher de tous les obstacles. En se couchant ce soir-là, Marie posa sa tête sur l'épaule d'Olivier.
Tu te souviens de nos 6 premiers mots? L'amour de maman vit dans ton cœur. Oui, aujourd'hui je dirais plutôt l'amour de famille grandit dans nos cœurs. Olivier l'embrassa tendrement. C'est encore plus beau. Dehors, les étoiles brillaient sur la Dordogne endormie. Dans la maison, 3 cœurs battaient à l'unisson, bientôt rejoints par un 4e. L'amour avait non seulement vaincu, il s'était multiplié. Car c'est cela, la vraie richesse. Non pas ce qu'on accumule, mais ce qu'on partage. Non pas ce qu'on possède, mais ce qu'on aime. Et parfois, quand on a le courage de se battre pour son bonheur, la vie nous offre bien plus que ce qu'on avait osé rêver. Cette histoire nous rappelle une vérité essentielle. L'amour authentique n'a ni âge, ni classe sociale, ni convenances à respecter. Il suffit de 6 mots sincères pour changer une vie et d'un cœur ouvert pour construire une famille. Si ce récit a touché votre cœur, c'est que vous aussi, vous croyez en la force de l'amour véritable. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui célèbrent les plus belles victoires de l'humanité. Celle du cœur sur la raison, de la sincérité sur les apparences et de l'amour sur tout le reste.